Bonjour, bonjour, bienvenue sur le plateau de Batijournal TV. Nous sommes sur la Wood Arena, salon Eurobois 2026 à Lyon. Et avec mes 4 invités, nous allons parler d'agencement, mais pas n'importe quel agencement, l'agencement durable. On va voir comment faire des intérieurs 100% responsables. Pour en parler avec moi, Claire Bourget. Claire, bonjour. Prenez votre micro. Bonjour. Vous êtes maître artisan ébéniste et vous tenez beaucoup au maître artisan. C'est quoi un maître artisan ébéniste? C'est mon collègue qui y tient beaucoup. C'est juste une distinction, enfin, simplement indiquer qu'on a un niveau de qualification et d'expérience et je forme énormément aussi de jeunes ébénistes. Je participe à la prolongation du métier au travers de la formation d'apprentis. À côté de vous, Patrick Bouvier. Patrick, bonjour. Bonjour. Patrick, vous êtes également maître artisan ébéniste, mais vous êtes aussi président du label AEF, dont on va beaucoup parler maintenant. Présentez-nous un peu votre activité quand même. C'est quoi un maître artisan ébéniste, en 2 mots? Alors, c'est un métier qui a beaucoup évolué dans le temps. Aujourd'hui, on est encore fabricant de meubles, moins parce que les meubles dans les maisons disparaissent un petit peu, donc on est parti plus sur une branche agencement. Ça n'enlève rien aux qualités du métier parce qu'on fabrique de l'agencement avec des règles de l'ébénisterie. Voilà. À côté de vous, Héloïse Morand. Héloïse, bonjour. Bonjour. Vous êtes architecte d'intérieur, inscrite au CFAI, et ça aussi, je crois que vous y tenez. Tout à fait. Oui, j'ai été reconnue par le Conseil français des architectes d'intérieur en 2022. Et c'est en fait l'équivalent de notre ordre des architectes pour une profession qui n'est pas encore réglementée. Mais du coup, c'est une trame pour poursuivre l'éthique du métier. Voilà. Pour dire qu'on appartient tous à un métier qui respecte des normes et des exigences techniques. Important donc. Voilà. À côté de vous, Guillaume Clément. Guillaume, bonjour. Bonjour. Guillaume, vous êtes le co-gérant de Sequoia. Sequoia, on a vu tout à l'heure, puisque vous êtes déjà venu, la partie, on va dire, structure. Là, vous allez nous parler plutôt menuiserie. C'est ça, exactement. Oui, Sequoia, en fait, c'est une entreprise de menuiserie charpente. À l'origine, c'est l'entreprise de mon grand-père qui a créé l'entreprise en 72. On est basé dans la Loire. On est à peu près 70 personnes. Et donc, voilà, je suis associé avec mon frère. Et on intervient dans le 100 km autour de Saint-Étienne et 100 km autour de Lyon. Voilà, et donc une partie charpente et une autre partie menuiserie, agencement. C'est ça, exactement, oui. Tout à fait. On fait à peu près moitié de charpente et moitié de menuiserie agencement. Alors, je l'ai dit en présentant, on va parler d'agencement durable et d'intérieur 100% responsable. Première question, un intérieur, à tous les 4, un intérieur 100% responsable, qu'est-ce que c'est? Qui veut s'y coller? Allez-y. Pour moi, un intérieur 100% durable, c'est un intérieur aménagé avec des matériaux qu'on trouve soit localement, soit des matériaux qu'on peut trouver en réutilisation. Donc tout à l'heure, je vous présentais un projet avec du bois qu'on a trouvé dans les forêts vraiment très locales, mais c'est vraiment dans un rayon le plus proche possible, les ressources le plus proche possible. Pour vous, Héloïse? Pour moi, un intérieur responsable, c'est la circularité. Donc, dès le premier coup de crayon d'un projet d'architecture intérieure, on doit penser à ce qui préexiste au projet. On doit penser à ce qu'on amène dans le projet et d'avoir une vraie exigence de durabilité sur tout ce qui rentre, en fait, que ce soit les matériaux, des partenaires de confiance, créer une relation aussi de confiance avec le client, d'avoir en fait la responsabilité et l'éthique éco-responsable, c'est plus que juste le matériau biosourcé ou local. Ça va plus loin que le matériau biosourcé pour vous. Ça va être la fabrication locale, ça va être les moyens de transport qui acheminent les matériaux ou les produits, les agencements jusqu'au site de projet. Ça va être vraiment des relations aussi humaines et éthiques, faire appel à des entreprises qui ont ces valeurs-là. On verra avec vous tout à l'heure comment vous travaillez. Claire, pour vous? Pour moi, un intérieur responsable, c'est 100% responsable, pardon. C'est un intérieur qui a été conçu en conscience, justement, de ce qui est, les aménagements qui sont conçus en conscience de leur impact sur justement l'environnement, le monde économique dont on fait partie. Donc je vous rejoins sur le fait que travailler en local, c'est quand même mieux que de faire venir des produits qui viennent de très loin, qui n'ont pas forcément été fabriqués dans des conditions très éthiques.
Ouais. On a cette chance en France d'avoir des entreprises sur un maillage territorial qui est quand même important, qui permet de fabriquer local, enfin, faire travailler des entreprises locales avec des matériaux locaux, donc limiter les transports, limiter l'impact environnemental général et accessoirement d'embaucher du monde, donc de faire vivre la société tout simplement. Voilà, tout simplement. Hein. Le local, c'est aussi travailler en local. Patrick, vous, votre petite définition, et je sais qu'au niveau du label, c'est une question que vous vous posez. Alors, je vais peut-être d'abord, dans un premier temps, compléter tout ce qui a été dit, parce que je crois qu'on a oublié aussi quelque chose de très important dans la vie de ce qu'on va produire, c'est la recyclabilité en fin de vie, et surtout aussi la réparabilité. C'est aussi ça le développement durable, c'est-à-dire que quand on installe un aménagement quel qu'il soit dans l'intérieur de maison, c'est de pouvoir garantir aux personnes qui ont investi d'assurer, je dirais, la maintenance de ce qu'ils ont investi. Il y a un SAV, si jamais il y a un truc qui ne fonctionne pas, quelque chose qui ne fonctionne pas, il faut que ce soit réparable. Voilà. Ce n'est pas quelque chose qu'on ne peut pas démonter, qu'on ne peut pas... Je pense que c'est une notion très importante, c'est inscrire aussi une production dans une durée. Développement durable, durée. Voilà. Héloïse, vous vouliez réagir? Oui, l'idée de la circularité, c'est justement ça, c'est en fait de partir du matériau de base ou de la conception de base et de pouvoir déjà en fait donner une seconde vie à des matériaux qui ont déjà été produits, donc ne pas reproduire à l'envi, les réutiliser, valoriser du coup l'existant et les réemployer de la meilleure des manières pour que ce soit recyclable après. Il y a une gestion des déchets qui fait... plutôt que la linéarité qu'on connaît, de reboucler en fait tout ça. Boucler une boucle. Voilà. La circularité. C'est ça. Claire. Et en faisant ça, ça ne nous empêche pas de faire des belles choses, surtout. Oui, ça c'est ce qu'on voulait dire à la fin. C'est vrai. C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement... Hein, ça veut dire que vous continuez votre travail d'architecte ou de maître artisan et vous faites des belles choses. Patrick, on va parler d'un label. Vous êtes président du label AEF. Le label AEF, qu'est-ce que c'est? Alors déjà, sans prétention aucune, je crois que c'est un des plus vieux labels en production en France, puisqu'il date de 1993. Donc on remercie nos pères de métier qui ont eu la bonne idée d'inventer ce label. À l'origine, c'était la protection et surtout la promotion d'un vrai savoir-faire qui perdure, puisque... on est encore l'exemple aujourd'hui, on en a encore beaucoup. Alors je vous invite à venir nous voir sur notre stand pour ceux qui voudraient nous découvrir un peu plus. Donc ce label, je vous le redis, il est d'abord là pour, à l'origine, communiquer sur un métier qui a été fortement chahuté. Hein, je vous le disais tout à l'heure, c'est un métier qui est en pleine mutation, comme beaucoup de métiers sur notre territoire. C'est aussi un métier en ce moment qui travaille... plus sur du lobby, sur des normes qui nous sont imposées. C'est une réalité, on a nos amis agriculteurs qui manifestent régulièrement, mais on a aussi nos problèmes de normes. Donc, vous êtes en train de me dire que vous avez trop de normes? Non, sauf que nous, on a abordé le problème un peu différemment. C'est qu'on s'est dit, d'une réglementation, on peut en faire une force. Plutôt que de s'opposer, on a regardé, on a déchiffré, on s'est dit, d'abord, faisons-nous connaître. On a expliqué qui on était aujourd'hui. Ça a été déjà une première étape. On a rencontré les éco-organismes, on a rencontré des élus. On travaille encore en ce moment. On a des petites victoires quand même à notre compteur, hein, parce qu'on parle d'argent. Et puis là, on dessert une profession quand même qui est encore fortement impliquée sur notre territoire. On a encore à peu près 14 000 entreprises qui travaillent dans l'ameublement au niveau artisanal. Donc c'est quand même une tâche importante, c'est du bénévolat, hein, mais on le fait avec joie parce qu'on a des petites victoires et ça nous fait du bien, quoi. Donc voilà, l'intérêt de ce label, il est là. Alors moi j'aime bien dire, ce label, c'est pas les meilleurs ébénistes de France, c'est juste des ébénistes qui se sont mis en réseau pour protéger un métier qui a encore du sens aujourd'hui et puis pour rendre service à ceux qui n'ont pas le temps de s'investir ou de s'engager. Voilà. On parlait de durabilité, enfin on parle de durabilité, d'intérieur 100% responsable. Comment dans le label sont intégrées ces notions? Alors, on a ce qu'on appelle, nous, une charte d'engagement, parce qu'on ne devient pas artisan ébéniste comme ça du jour au lendemain. Hein. On est certifié par un bureau de contrôle que beaucoup connaissent, c'est le FCBA, hein, puisque c'est des gens neutres qui viennent dans nos ateliers pour dire oui, cet ébéniste répond
entre autres À cette charte. à cette charte. Et cette charte, elle est signée. C'est vraiment une charte d'engagement. Et pour la petite histoire, le 16e point de la charte, alors vous ne le voyez peut-être pas à l'écran, mais c'est le point justement sur ce qui nous réunit aujourd'hui, le développement durable. Et on l'a instauré depuis 2015 dans notre charte. Donc Ça fait 10 ans, donc vous 10 avez ans. une certaine expérience. Voilà. Pourquoi c'est important pour vous d'être labellisé? Justement, c'est faire valoir non seulement la qualité du travail fait et le respect des règles de l'art, mais au-delà de ça, c'est une manière de travailler et mettre en valeur nos pratiques, nos bonnes pratiques au quotidien. Parce qu'on a, au travers de ce point, la réflexion de départ en 2015, c'était de se dire finalement, on fait beaucoup de choses dans nos ateliers. C'est comme Monsieur Jourdain donc l'idée, c'était simplement de dire, voilà, on s'engage à respecter les règles du développement durable, donc avoir justement cet équilibre entre le développement économique, le social, donc nos équipes, nos salariés qui soient intégrés et qui puissent évoluer dans de bonnes conditions, et le respect de l'environnement. Un petit exemple dans le travail que vous réalisez qui rentre dans ce cadre-là. Je dirais que la majorité de nos conceptions, enfin de réalisations, Elles le sont toutes. Oui, parce qu'en fait, c'est une manière de travailler intrinsèque. Alors, on a, au niveau collectif, travaillé, on s'est dit, on va expérimenter justement, on a besoin de toucher, la théorie c'est bien, mais ça ne fait pas tout. Et donc en 2019, on s'est lancé dans un projet un peu fou. On s'est dit, on va expérimenter l'éco-conception. Donc là, on est en plein dans le sujet, puisque l'éco-conception, c'est vraiment quelque chose on est dans le 100%. C'est le cœur du sujet, de toute façon. Voilà, c'est le cœur du sujet. On s'est dit, est-ce que nous, artisans, avec nos moyens, si petits soient-ils, on n'est pas parfait, donc est-ce qu'on répond bien aux critères de l'éco-conception? Donc plutôt que d'étudier, de se renseigner, d'étudier comment ça marchait, on s'est dit, on a constitué 3 équipes sur le territoire français, donc 3 équipes régionales. Chacun a travaillé sur un projet, donc en sont sortis 2 projets de mobilier et un projet d'agencement, justement. Et l'objectif affiché, c'était de réaliser des projets éco-conçus. Donc le choix des matériaux a été important, les techniques employées a été important. Et en fait, on s'est aperçu au fil du travail que nos manières de travailler habituelles répondaient finalement à la totalité des critères. On a ressorti quelques vieilles techniques du placard, c'était assez rigolo. Par exemple Par exemple, sur le projet les Barges de Loire là, qui s'affichent, on a tous nos collages, tous nos cintrages ont été faits à la colle de poisson. Aujourd'hui, c'est pas des matériaux, c'est des matériaux qu'on aurait plutôt tendance à laisser aux restaurateurs, mais finalement, on peut tout à fait utiliser des matériaux comme ça. On est sur une colle animale, pas d'additifs, pas de composés chimiques. Et la table est encore debout, je vous rassure, elle n'a pas bougé d'un iota. Moi, je ne me fais pas trop de soucis, à vrai dire. Patrick, sur ce label, qu'est-ce qu'on peut ajouter? Déjà, je reviens sur cette notion de réseau. Là, ce qui passe à l'écran en est bien l'exemple, parce qu'on a mis quand même 21 entreprises quand même dans cette histoire pendant pratiquement 18 mois. Donc c'est du temps hors entreprise, hein, c'est vraiment du temps avec vraiment l'envie de ce côté, comme le disait Claire, ce côté expérimental, de se dire où on en est dans nos ateliers. Est-ce qu'on fait bien? Est-ce qu'on fait mal? Parce que derrière ce mot développement durable, on met tout aujourd'hui. On met des étiquettes il y a pas mal vertes. de greenwashing. Oui, on met des étiquettes vertes partout. Donc, et comme l'a très bien dit Claire, la théorie, c'est une chose. La pratique, c'est ce qu'on est. Nous, on est des gens manuels. Hein. On avait la trouille tout à l'heure de venir devant la caméra parce que ce n'est pas un exercice facile, mais avec nos mains, on sait parler. Et là, ça a été le cas. Et puis, on s'est rendu compte, comme le disait Claire, que finalement, on n'est pas si mauvais que ça. Et je rejoins ce que disait tout à l'heure ma voisine, j'ai perdu ton prénom, mais Héloïse. Et en plus, on a été beaucoup plus loin que ça, c'est qu'on a analysé aussi nos modes de transport, nos modes d'emballage, nos modes d'approvisionnement. Ça nous a remis aussi en question. Voilà. Et ça, c'est des choses qui aujourd'hui sont appliquées naturellement. Voilà.
On les fait même évoluer parce que justement, c'est là où le lien se fait avec le travail sur les obligations réglementaires. C'est qu'on on est sous le coup de la loi AGEC qui nous oblige justement à avoir une réflexion et à pousser un peu plus haut les critères. Hein. On a beaucoup travaillé sur un point, notamment ce qu'on appelle le plan de prévention d'éco-conception, qui est une obligation réglementaire depuis 2 ans, normalement. Sauf que si on écoutait les éco-organismes, aujourd'hui, on aurait des usines à gaz, des choses qui ne sont pas mettables. Nous, à notre niveau d'artisan, c'est trop compliqué. Et tout l'enjeu a été justement de construire un outil qui est à l'échelle d'un artisan, qui est utilisable et pas seulement comme qui n'est pas vu comme une contrainte et une obligation de plus, une norme de plus. En faire un vrai outil de progression. Voilà, c'est ça, c'est des outils de progression. C'est de faire de la norme qui peut apparaître comme une contrainte, quelque chose qui va nous aider en fait à aller un peu plus loin. Si je veux tout savoir sur le label, j'imagine qu'il y a un site internet. Oui. Alors déjà, pour ceux qui ont le temps, vous pouvez venir nous voir sur le stand. On est au 436, 6-436. Et donc oui, il y a un site internet, le www.label-aef.fr. D'accord, et là je sais tout. Je me tourne vers vous, Héloïse. Vous allez nous parler de votre travail maintenant et de la manière dont donc on a bien compris, hein, c'est 100% circulaire, c'est ça? J'essaye au maximum. Alors allons-y. Eh ben, on part un petit peu de loin dans l'architecture intérieure parce qu'on a tendance à envisager l'aménagement intérieur comme une page blanche. Et comme l'ont dit très bien les artisans qui sont ici, on ne part jamais en fait d'une page blanche. On a des contraintes. On a des contraintes budgétaires, de planning, tout ce avec quoi on a l'habitude de travailler, mais on a aussi des contraintes de normes environnementales et de bâtis existants. Ou même, dans le cas de l'Université de Lyon, de juste construction bâtie. Là, c'était pour la e-Factory à l'Université de Lyon, là, c'est un bâtiment HQE. Donc, pour ce bâtiment HQE, haute qualité environnementale, on avait... pour poursuivre la logique de construction du bâtiment, il faut le penser jusqu'au bout, jusqu'à l'aménagement intérieur qui soit aligné avec ces valeurs-là. Donc si on reprend cet exemple-là, comment vous travaillez pour assurer cette circularité? Eh ben, je me suis associée justement avec des partenaires de confiance. Là, en l'occurrence, merci René. Sur d'autres projets, donc, comme on peut voir, il y a du mobilier maximum. Il y a des petits mobiliers en ski recyclés qui sont locaux de Chambéry, donc c'est là où j'exerce. Et donc, avec ces partenaires qui sont de confiance, on arrive à travailler des matériaux qui sont locaux ou recyclés et à aménager, à utiliser en fait des matières pour que l'aménagement soit le plus basé sur le plus de réemploi possible. Là, sur le projet qui est en bas à droite, j'ai réussi à aménager l'équivalent de 40 postes de travail plus 5 espaces collectifs avec 3% de neuf, donc en mobilier et équipement, 3% de neuf, donc 97% de mobilier et équipement issus du réemploi, donc la seconde main directe, voire même de la réutilisation de mobilier qui était déjà présent sur place et qu'on a repeint, retransformé. Du surcyclage, donc ça c'est la transformation de matériaux qui sont justement issus de la seconde main. Il y a un collectif d'artisans qui s'appelle La Madré à Chambéry qui travaille uniquement à partir de matériaux de réemploi. Donc là par exemple, la table qu'on voit tout à droite, son plateau il est fait en parquet issu des JO 2024. Et les piétements, c'est des anciens arceaux de serre industrielle. Donc c'est possible de faire à la fois du beau, de l'utile, parce que moi j'ai toujours cette vision globale d'esthétique, de technique, d'ergonomie, parce qu'il faut que ce soit durable. Là, moi je travaille principalement durable, avec des ça veut dire aussi professionnels bien assis, par exemple. Là, tout à fait. Il faut que ça tienne dans le temps. Moi, je travaille principalement pour des professionnels et des collectivités. Donc, on a du fort passage, en fait, sur des restaurants de collectivité, sur un hall d'accueil. Il y a beaucoup de monde qui passe. Si la chaise, elle ne tient pas au bout de 2 assises, ça ne fonctionne pas. Parce que la durabilité, c'est aussi le temps d'utilisation du produit. Exactement. Mais le temps d'utilisation du produit, il peut être prolongé en réutilisant les matériaux. Donc, réutiliser le plateau de table, le replaquer. Et donc pour ça, j'ai fait beaucoup de recherches, beaucoup de rencontres
Et je me suis entourée vraiment d'un réseau d'acteurs qui pensent le projet justement à sa source. Là, vous avez des maîtres d'ouvrage, on va dire publics, qui sont sensibilisés à ces questions, j'imagine. Quand vous leur dites, ben voilà, on va travailler avec 97% de matériaux récupérés, recyclés, de mobilier qu'on va réutiliser, qu'est-ce qu'ils vous disent? Ça va être moche? Alors, il y a un peu cet a priori-là. C'est que quand on a approché le SDIS du 74, qui n'avait pas forcément l'intention de faire tout le projet en réemploi, il y a des lieux où il y a une forte valeur d'image, par exemple le hall d'accueil ou un salon de réception, où on n'a pas envie que la chaise elle ait un petit défaut, on n'a pas envie de choses comme ça. Sauf que le réemploi, c'est pas ça. Le réemploi, ça peut être du reconditionné. Donc quelque chose qui soit fonctionnait pas, soit était un peu abîmé, qui a été réparé par des entreprises et des artisans qualifiés, parfois même regaranti. On a aujourd'hui pas mal de partenaires qui regarantissent jusqu'à 2 ans le mobilier, donc c'est l'équivalent du neuf. Et avec un travail qui est super qualitatif. Enfin, j'espère montrer avec les exemples qu'il y a là que ça peut être joli, mais aussi éthique, durable. Joli, éthique, durable, 100% responsable. 100% responsable. À côté de vous, Guillaume, on va partir en Haute-Loire, c'est ça? Non, dans la Loire. Dans la Loire, c'est la Loire. Mince. C'est pas grave, c'est pas très loin. On est à la frontière. Ok. Parlez-nous de ce qu'on voit à l'écran. Donc en fait, ça c'est un projet pour lequel on a réalisé toute l'amenuiserie intérieure et agencement. Et en fait, la volonté du maître d'ouvrage, ça a été vraiment d'avoir du mobilier avec la ressource la plus locale possible. Et donc en fait, on a travaillé avec une designeuse stéphanoise qui s'appelle Nadine Cahen, qui a conçu le mobilier et qui a été fabriqué dans nos ateliers à partir de sapins des forêts à peu près 20 km de la faculté. Et c'est vraiment un moyen de favoriser l'économie locale. Tout à l'heure, on parlait de formation. On est dans une université. L'objectif, c'est quand même d'avoir suffisamment de ressources dans les entreprises pour employer ses salariés, pour pouvoir les former aussi dans nos facultés. Et au lieu d'acheter ce mobilier qui pourrait venir de on ne sait pas quel bout du monde, il a été fabriqué à 15 km de la faculté. Et les étudiants peuvent en profiter. Tout à l'heure, on parlait de réparabilité, d'entretien. Voilà, vous voyez, c'est du mobilier en bois massif. Donc, s'il y a une problématique, il peut être réusiné, retraité. Donc, c'était vraiment une démarche responsable, aussi bien en termes de ressources, mais aussi en termes de contexte économique. Ça a été prévu pour être démonté, réutilisé plus tard? Alors, pour l'instant, non. C'est dans le grand self. Mais après, potentiellement, vous voyez, on peut recouper le banc, rajouter un pied si besoin. Et tout à l'heure, on parlait avec Héloïse d'un projet qu'on a réalisé au Bourget du Lac, dont je me suis souvenu. Et là aussi, l'architecte, on a fait une construction en CLT, donc en parois en bois massif. Et dans sa conception, l'architecte avait découpé des tables dans les chutes des murs. Donc on a fait usiner ces chutes. Et aujourd'hui, il bénéficie de deux belles tables en bois massif qui sont issues des chutes qui auraient été... de CLT qui auraient été jetées. Exactement. Donc voilà, c'est aussi un moyen de faire profiter des ressources qui auraient été mises au rebut si on n'y avait pas pensé avant, quoi. Là, en termes de transport de kilomètres, on va dire, vous, comment ça... on est très près, on est très local. La ressource, la forêt, a une vingtaine de kilomètres et la fac à 10 kilomètres. Donc c'est un matériau qui a très peu voyagé. Matériau qui a très peu voyagé. C'est du sapin, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est du sapin, ouais, du sapin blanc du Pilat. Est-ce qu'il a des spécificités particulières pour l'agencement? Est-ce que c'est quelque chose qui est très utilisé en agencement ou pas? Eh ben, pas vraiment, mais c'est sûr que voilà, c'est un bois qui est noueux. Après, c'est un bois qu'on a fait sécher. C'est un bois qu'on a usiné, collé et ensuite traité par un traitement alimentaire pour que les étudiants puissent y manger dessus. Mais c'est vrai que ça aussi, il faut que, comme on parlait tout à l'heure des maîtres d'ouvrage, des maîtres d'œuvre, faut qu'ils aient cette sensibilité-là de se dire, bah oui, c'est sûr qu'on va peut-être pas utiliser le matériau parfait pour l'usage,
mais il aura ces petites caractéristiques qui vont lui donner quelque chose d'unique. Oui, quelque chose d'unique. En fait, là, de toute façon, c'est unique. Il n'y en a pas d'autres de ces bancs-là, exactement, de ces tables-là. Ça vient de chez vous et ça vient de la forêt d'à côté. Exactement. Héloïse, vous vouliez réagir? Oui, en fait, ça m'évoque aussi l'importance d'avoir des artisans qui ont un savoir-faire, en fait. Parce que justement, ils vont pouvoir savoir que ce pain-là, il faut le faire sécher avant de le travailler. Il faut savoir comment le travailler pour que justement ce soit le plus durable possible. Il faut vraiment mettre en valeur tous ces savoir-faire. Voilà. Et c'est ce que nous, on essaye de faire justement en tant que maître d'œuvre. C'est notre job de prescription, en fait. En dehors d'être ici, de nous présenter ces projets, est-ce que vous, Sequoia, vous communiquez sur cet aspect local, durable du travail que vous réalisez? Est-ce que vous mettez ça en avant ou est-ce que finalement ça se fait naturellement et puis oui, c'est pas nécessaire? Si, bien sûr, il faut mettre ça en avant. Aujourd'hui, on a entamé une démarche un petit peu de prescription et de formation de nos clients, des architectes, des maîtres d'ouvrage, et des entreprises générales aussi avec lesquelles on travaille. Et chaque mois, on organise une visite de l'entreprise avec une visite des ateliers, une présentation des systèmes constructifs et des ressources qu'on peut utiliser localement. Et puis après, un échange avec les collaborateurs. Et c'est vraiment par ce biais de travail de fond que au moment de la naissance d'un projet ou de l'étude du projet, ils vont penser « Ah bah oui, tiens, j'ai vu ça, ça se passait chez Sequoia, je vais peut-être le faire, peut-être avec un autre artisan. » Oui, j'ai vu ça aussi chez vous. Enfin, voilà, exactement, ça, mais l'objectif, c'est de générer un mouvement qui va permettre d'être dans quelque chose de plus vertueux. Patrick, Claire, vous voulez ajouter quelque chose à ce qu'on vient d'entendre? Alors, on a évoqué, alors Claire l'avait évoqué et tout à l'heure on en a parlé sur la partie formation et ça c'est aussi un grand pan de nos activités au sein du label, c'est notre réappropriation de nos titres de formation puisque depuis, alors je ne vais pas vous dire depuis quand parce que ça date quand même, on a remis en place un CTM qui est l'équivalent d'un CAP, un BTM l'équivalent d'un Bac Pro et un BTMS l'équivalent d'un BTS, on va dire. Ce sont des titres de profession. Donc là où c'est important pour faire le lien avec ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est qu'à partir du moment où nous sommes propriétaires de nos titres, nous enrichissons les référentiels au fur et à mesure de nos travaux. Ce qui fait que nos jeunes qui sont formés actuellement, naturellement, on intègre une partie de nos actions sur l'éco-conception et tout ça. Au fil des années, en fait, on enrichit en permanence. Je ne vais pas vous dire c'est au jour le jour, mais nos jeunes vont être formés au fil de nos travaux sur ce qui fait que naturellement, on va aller vers une génération de jeunes entrepreneurs qui vont intégrer, naturellement le passage à l'éco-conception. Alors, on va commencer par Claire, après vous Héloïse, et ce sera le mot de la fin. Allez-y. Non, juste pour compléter, c'est vrai que oui, l'idée c'est continuer à en parler, à communiquer, à sensibiliser, parce qu'on a un vrai sujet. Et on le fait, nous, au travers des jeunes. C'est important de le faire au travers de nos clients. Leur faire aussi entendre que parfois, on doit faire des compromis. Justement, si on veut respecter une certaine éthique, eh bien, on réapprend à faire des choix. On ne peut pas tout avoir. On change de col. On change les codes, exactement. Ou on revient à quelque chose, à simplement du bon sens, de se dire que ouais, la vraie vie, c'est pas, on vit pas en théorie, le monde idéal n'existe pas, mais on peut quand même tout faire pour vivre dans un monde confortable. On peut avoir le confort et de l'éthique. Héloïse, c'est à vous et c'est vous qui concluez ce petit temps d'échange. Dernier mot de la fin, moi j'aimerais aussi souligner l'importance du collectif. Je crois beaucoup à l'intelligence collective et justement au partage. Moi, je fais partie du réseau des architectes d'intérieur Auvergne-Rhône-Alpes, le pôle Action. C'est hyper important justement d'échanger les bonnes pratiques, et là je m'adresse aux maîtres d'œuvre justement qui pourront nous écouter, d'échanger les bonnes pratiques et notamment sur les sujets qui émergents comme ça, sur l'éco-responsabilité, qui transforment profondément notre manière d'appréhender le métier, qui nous force à plus de souplesse, à faire rentrer les différents acteurs un peu plus loin dans notre projet d'architecture intérieure. Et puis j'invite aussi toutes les tailles d'entreprises à se saisir du sujet. Au niveau de Savoie Haute-Savoie, je fais partie d'un réseau qui s'appelle Solucir, qui est le réseau de l'économie circulaire. Et au sein de ce réseau, on a créé un groupe de réflexion qui s'appelle Réemploi en grand,
et qui vise à massifier le recours au réemploi dans le milieu du bâtiment. Et c'est très important d'avoir... On a autant des collectivités que des grosses entreprises, des TPE, des PME, des artisans, des maîtres d'œuvre, maîtres d'ouvrage. Et c'est très important de se parler sur ces sujets-là. Sur ces sujets-là. Voilà. Écoutez, merci beaucoup d'être venu sur le plateau de Batijournal TV, nous parler d'agencement durable avec des intérieurs 100% responsables. Une émission, un temps d'échange à retrouver sur notre site internet Batijournal TV, comme tout ce que nous enregistrons ici sur le salon Eurobois et sur les sites de nos partenaires que sont le salon Eurobois et le magazine Woodsurfer. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup.